Amine Kessassi, bonjour. Bonjour. Vous êtes militant anti-narcotrafic. Vous avez fondé l'association Conscience. Vous avez publié Marseille essuie tes larmes. Vous êtes devenu, comme je l'ai dit, un symbole. Votre livre, déjà, était une lettre d'amour et de colère. Elle était adressée à votre frère Brahim, retrouvé mort dans le coffre d'une voiture fin 2020, dans ce que les autorités ont qualifié d'un meurtre d'un niveau de cruauté jamais atteint. Vous l'avez écrit dans la perspective du procès de ces assassins présumés, prévu à l'automne 2026. C'est un livre qui raconte le frais Vallon, le quartier populaire du nord de Marseille, et puis ensuite, votre petit frère Mehdi a été abattu de 6 balles dans un crime d'intimidation pour vous intimider, et finalement, aujourd'hui, vous êtes là, vous n'êtes pas intimidé, Amine Kessassi. Merci de me donner, la parole ce matin. Effectivement, ce qui s'est, passé le 13 novembre dernier est une barbarie, sans précédent, d'une injustice intolérable et d'une colère, immense, immense parce que, Mehdi, 20 ans, est mort pour rien et ça, je veux qu'on le rappelle. Mehdi qui voulait devenir policier, qui préparait le concours de gardien de la paix, qui l'avait passé une première fois. Qui n'avait jamais eu un seul problème, jamais mis un pied dans un commissariat, jamais, été convoqué par la justice ou jamais mis un pied, dans un tribunal et heu et donc à Mehdi, je veux rendre hommage ce matin. Qu'est-ce qui vous donne la force aujourd'hui de continuer ce combat, Amine Kessassi? Je pense qu'il y a 2 choses. Il y a dans un premier temps, la force, que les mamans de victimes qui ont déjà perdu un enfant, me donnent, que ma maman aussi, me donne et lorsqu'elle m'a secoué, après le 13 novembre, pour que je vienne, pour que je prenne la parole, pour que je mobilise, des gens pour venir, marcher, lors de la marche blanche en hommage, de mon petit frère Mehdi. Et puis il y a surtout, ce qui me fait tenir malgré moi. Ce qui me fait tenir malgré moi puisque, j'estime aujourd'hui et j'estime que dans cette lutte, j'ai déjà trop perdu, beaucoup trop perdu et que malgré moi, même si je voulais arrêter, je pense que je n'en aurais pas le choix ni, l'envie, pour la simple et bonne raison que je l'expliquais, lors, de cette marche blanche où des milliers de personnes s'étaient rassemblées à Marseille et partout en France pour marcher, à qui je veux dire encore merci. C'est qu'une lutte à mort est engagée. Une lutte à mort est engagée dans cette lutte contre le narcotrafic parce que Heu, lorsqu'on essaie d'attaquer des gens qui prennent la parole, qui s'expriment, qui écrivent, qui essaient de, qualifier des choses, qui essaient de, comprendre, qui essaient de raconter le narcotrafic depuis l'intérieur, et qu'on assassine, leur frère, 20 ans, qui n'avait rien fait, j'estime que c'est, la liberté d'expression dans son ensemble qui est attaquée. J'estime que c'est, l'état de droit qui est remis en question. J'estime que c'est, le monde associatif qui fait tenir nos quartiers, depuis des années, qui est attaqué et par conséquent, lâcher, baisser les bras, baisser la tête, ne m'est pas possible. Cette histoire, vous la racontez, elle se déroule au frais Vallon. C'est donc l'histoire d'une famille pauvre avec une mère. Vous rendez particulièrement hommage à votre mère, Amine Kessassi, aux efforts qu'elle a fait pour vous élever, vous et vos frères et sœurs, et aux privations qu'elle a subies pour tenter de vous donner une éducation, de veiller à ce que justement vous ne tombiez pas du mauvais côté. Bien sûr et vraiment je veux le souligner, l'appuyer et c'est, aujourd'hui la ligne rouge de mon combat, de la lutte que je mène, c'est, la force de ces mamans. C'est ce que ces mamans, font à nos quartiers, ce que la mienne a fait, pour ma famille, ce que, et là-dessus je pense qu'on a de cesse de le rappeler mais,
Effectivement, parlons de ce qui ne va pas dans les quartiers, mais parlons aussi de ces, milliers de personnes qui ne posent pas de problème, de ces centaines de mamans qui, ne bénéficient pas, des aides sociales et qui vont travailler, qui cumulent 2 emplois, qui élèvent, des familles, qui font tenir les quartiers puisqu'elles sont aussi bénévoles dans les associations, puisqu'elles font aussi tourner le centre social du quartier, puisqu'elles sont celles, qui se lèvent le matin avant tout le monde pour aller travailler, avant même l'ouverture des métros et des bus parfois, qui sont celles qui font, tourner, comme on les appelle, les petites mains qui font tourner le pays et qui, ensuite, tiennent leur famille, tiennent les quartiers. Et donc, de ces mamans, on n'en parle jamais. De ces mamans qui appellent la police pour dénoncer leur enfant en disant, «Mon fils est dans le narcotrafic, je ne sais pas comment l'en sortir, aidez-moi». De ces mamans qui, lorsque leur enfant, se fait arrêter et est derrière une cellule, dans une cellule pardon, elles sont, non pas contentes mais rassurées de se dire que leur enfant est entre 4 murs, plutôt qu'être dans la rue, à faire je ne sais quoi, plutôt que d'être dans un cercueil, plutôt que, et toutes ces mamans qui, sont mortes d'inquiétude lorsqu'elles entendent une fusillade, lorsqu'elles entendent qu'un nouvel enfant, a été assassiné, à Marseille ou ailleurs, et qui, sont finalement, les derniers remparts, et la République dans ces quartiers. Ouais, parce que vous racontez que, votre mère vous réveillait en vous disant: «Brahim est pas là, il faut aller le chercher» parce que donc Brahim, c'est votre frère, qui a été assassiné en 2020 et qui, avait versé lui dans le narcotrafic. Tout à fait et c'est, l'histoire, effectivement de ma mère qui passait, plusieurs soirées, à aller le chercher, à le sortir, à parfois même appeler la police en disant, «Mon fils est en bas de l'immeuble, assis sur une chaise et je veux pas qu'il fasse ça donc venez le chercher», qui, a tout tenté et c'est l'histoire, de centaines de maires dans ces quartiers qui font ça. J'ai eu, dans le cadre de mes fonctions de responsable associatif, à Marseille, et partout en France puisque l'association Conscience est présente dans un peu plus d'une vingtaine de villes de France. J'ai eu à accompagner des mamans qui, ont elles-mêmes pris l'initiative d'appeler la police à chaque fois, pour, demander de l'aide, pour demander à ce que leur enfant soit extradié de la cité, pour demander à ce que leur enfant soit, mis ailleurs, qu'on les fasse elles-mêmes sortir, des quartiers. La crise du logement que notre pays traverse, elle est pas anodine. Toutes ces mamans veulent quitter les cités pour justement donner de meilleures perspectives à leurs enfants, pour justement leur permettre de vivre ailleurs, de vivre mieux. Ma mère a fait le choix de ne pas nous inscrire dans l'école de notre quartier, de nous inscrire, dans une école, des quartiers sud de Marseille. Elle nous y emmenait tous les matins, elle venait nous chercher tous les soirs. Donc pointer du doigt la responsabilité des parents me semble d'une injustice absolue. C'est une question difficile, mais pourquoi, selon vous, votre frère Brahim a-t-il, été, happé par le trafic de drogue alors que vous donc, on l'entend, ou votre autre frère, Mehdi, eh bien, avait résisté? Bah, au-delà de la question de résister, je pense qu'une personne est une personne, a tout un chacun son caractère. Chaque personne a, des sensibilités différentes, des goûts différents, des volontés différentes. Et j'ose utiliser cette expression, mais Dieu merci, dans nos quartiers, pas tout le monde, ne berce ni ne tombe dans les trafics de drogue. Je peux vous garantir qu'on serait, une véritable armée du narcotrafic, si, tout le monde devait tomber, dans les réseaux et puis parce que, je pense, que chacun, une sociologue, explique, le phénomène du narcotrafic comme étant, finalement un phénomène qui vient happer les gens qui se sentent marginalisés, des personnes qui se sentent pas à leur place dans leur fratrie, des personnes qui ne se sentent pas à leur place, dans la société, parfois des personnes qui font le choix parce que, Mmh. c'est une perspective d'avenir pour eux et ils se contentent, de ça. Mais c'est vraiment, je pense, une question, de caractère et de comportement, des uns et des autres. Mais on a peur, pour ces jeunes parce qu'on se dit que c'est, compliqué effectivement de leur offrir une alternative, que, c'est, u une vie facile. Vous faites non de la tête? Non. Non, non, parce que c'est pas compliqué de leur offrir une alternative. Je pense et je suis convaincu,
d'une chose, c'est que le jour où on prendra la question du narcotrafic sous un angle 360 degrés, où on prendra en considération toutes les questions, je pense effectivement que pour ma génération, pour les jeunes qui sont dans ces réseaux depuis 5, 10 ans, les choses seront beaucoup plus compliquées, les choses seront compliquées à récupérer, etc. Néanmoins, si dès aujourd'hui on commence, avec le retour de la police de proximité dans les quartiers, à réhabituer les petits jeunes, les petits enfants qui ont aujourd'hui 5 ans, 6 ans, à les réhabituer à avoir de l'uniforme dans nos quartiers, à voir des policières et des policiers tourner dans les cités. Je pense que dans 10 ans, pour eux, ça sera normal de voir des policiers dans la cité. Si on les occupe les étés, l'été, faire en sorte que ces jeunes ne soient pas dans les cités en train de traîner, qu'ils soient en colonie de vacances, qu'ils soient en voyage avec leur école, qu'ils soient dans des centres sociaux qui ont du matériel, qui ont de l'équipement, qui ont les moyens de les faire sortir, de les amener en classe verte, en classe de neige, etc. Je pense que ces jeunes-là, que cette nouvelle génération, on peut les rattraper. À la tête de conscience, j'avais mené un dispositif d'insertion professionnelle où on avait d'ailleurs travaillé avec plusieurs entreprises, notamment Satis à Marignane, qui est un sous-traitant de Airbus et qui travaille dans le domaine de l'aéronautique. Et cette entreprise a recruté des jeunes qui sortaient pour certains du narcotrafic et qui ont, dès le premier mois de salaire, pris un appartement en dehors de Marseille, commencé une nouvelle vie. L'un d'entre eux a eu récemment une petite fille, un enfant, et qui débute sa vie pour le meilleur. Et donc je pense que avec la volonté, avec cette volonté de ramener du social, de ramener des transports pour désenclaver les cités, de ramener une alternative économique. Et c'est là l'enjeu, c'est de créer une alternative économique au trafic de drogue. On réussira à sortir pléthore de jeunes de ces quartiers. Mais ça gagne combien un jeune dans le narcotrafic? Je veux dire, bon, est-ce que les métiers normaux peuvent rivaliser? Vous savez, moi j'entends beaucoup de personnes parler des salaires de ces jeunes. Bon, si ces personnes ont trouvé les déclarations à l'URSSAF des trafiquants de drogue, moi je veux bien les consulter pour voir ces chiffres. Mais le principe d'une économie illégale, c'est que c'est illégal, qu'il n'y a pas de chiffres, qu'il n'y a pas de traçabilité. On peut effectivement estimer approximativement leurs ressources, mais moi quand je dis que nous sommes en guerre face au narcotrafic, je ne me trompe pas d'ennemi. Et mon ennemi, c'est pas le petit jeune qui est en pied d'immeuble, qui effectivement est une main du narcotrafic, qui est une main qu'il faut aller chercher, que si on arrive à l'insérer, à lui proposer une alternative, il faut le faire. S'il faut le juger pour qu'il réponde de ses actes, il faut le faire aussi. Mais mon ennemi, c'est celui qui, au sommet de la pyramide du narcotrafic, à Dubaï, en Thaïlande, dans d'autres pays, vit très 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 bien de l'argent de la drogue. Vit avec plusieurs voitures, avec plusieurs maison, avec plusieurs villas, avec des piscines, avec un train de vie Jamais en hors norme. France. Très rarement en France, très très rarement en France. On l'a bien vu que dans la majorité des cas, et d'ailleurs des cadres, que ce soit de la DCN Mafia ou autre, ces cadres sont à l'étranger, gèrent leur réseau depuis l'étranger, parfois depuis la prison. Mais c'est ces personnes-là qui aujourd'hui génèrent les milliards du narcotrafic. Lorsque ces petites mains, ces petits jeunes qui sont les dealers, les guetteurs en pied d'immeuble se font arrêter, ils n'ont jamais une armée d'avocats à leur service. Ils ont toujours des avocats commis d'office. Or, les têtes de réseau, lorsqu'ils se font arrêter, et comme c'est le cas dans le dossier de mon frère aîné Brahim, ils se font représenter par 5, par 6 conseils, par 6 avocats qui sont les plus réputés, les plus acharnés dans leur travail et qui leur coûtent plusieurs milliers d'euros. Donc l'argent du narcotrafic, on sait où il est. Ces jeunes qui font le guet, qui sont des charbonneurs, qui travaillent donc en bas de l'échelle du narcotrafic, est-ce qu'ils ont conscience du risque? Il y a 2 types de personnes dans cette échelle-là et à ce degré-là. Il y a ceux qui sont tout à fait conscients de ce qu'ils font, qui sont, si je puis me permettre d'utiliser cette expression, excités, sont fascinés par le monde du narcotrafic, fascinés par la drogue, fascinés par
Par les armes, fascinés par l'adrénaline que ça peut leur procurer, fascinés par les séries Netflix, Narcos, et cetera. Bon, ben, ceux-là, il faut les traiter comme tels, avec un suivi, parfois psy aussi, nécessaire. Et puis bon, il y a les autres qui, on leur a tellement expliqué que c'était par nécessité qu'ils devaient faire ça. Ils sont tellement dans des situations précaires que c'est aussi, aujourd'hui dans les quartiers, les seuls qui sont prêts et capables de fournir un salaire à la fin de la journée, c'est le trafic de drogue et par conséquent, on trouvait une porte qui leur était ouverte. Et moi, je pense que ces jeunes-là ne se rendent pas compte, même s'ils sont conscients du danger, puisque tous me le disent d'ailleurs, on a toujours la boule au ventre, soit de se faire arrêter par la police pendant la journée, ou soit qu'une voiture du réseau rival vienne vider son chargeur sur nous. Et je pense qu'ils ne se rendent pas compte d'une chose, c'est à quel point ils sont rendus esclaves des réseaux et du trafic de drogue. Et c'est en ça, je pense que le trafic de drogue est pervers, puisqu'il rend cette jeunesse en esclave et les contraint, les force finalement de n'obéir, de ne croire que le trafic de drogue est leur famille, et leur supérieur, et leur patron, et leur ami. Et je pense que c'est vraiment en cela que ce système est vraiment pervers. C'est un système, donc on peut le combattre, on n'est pas impuissant face à lui, c'est finalement votre message, Amine Kessassi. Ah ben, j'ose espérer. J'ose espérer qu'on peut le combattre. J'ose espérer que les personnes en responsabilité se sentent prêts, se sentent capables. Sinon, qu'est-ce que cela voudrait dire? Que nous, on est assignés à vivre ainsi toute notre vie, qu'on est assignés à mourir comme ça et à être entassés dans ces cités face au narcotrafic. Donc j'ose espérer que ce combat, on peut le gagner et qu'on doit le gagner. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. Amine Kessassi, vous êtes militant anti-narcotrafic. On vous doit Marseille, Essuie tes larmes aux éditions du Bruit du Monde. Vous avez fondé, vous animez l'association Conscience. Vous serez rejoint dans quelques instants par une psychiatre au sein du service d'addictologie de l'hôpital Marmottan à Paris. Elle publie Les Assoiffés chez Grasset. Elle s'appelle Camille Charvet et on lui demandera qui sont les consommateurs, puisque c'est quelque chose qui est évidemment une pièce du puzzle indispensable pour comprendre l'importance aujourd'hui du narcotrafic en France. 8 heures sur France Culture. Guillaume Erner. Et pour parler du trafic de drogue, il m'a semblé nécessaire d'évoquer les consommateurs. C'est ce que vous faites dans votre livre, Camille Charvet. Ce livre, il s'intitule Les Assoiffés aux éditions Grasset. Vous êtes psychiatre, addictologue, et donc on va essayer de comprendre pourquoi le narcotrafic rencontre tant de consommateurs. C'est une condition sine qua non, bien sûr, pour que celui-ci soit fort. En face de vous, Amine Kessassi, vous êtes militant anti-narcotrafic. Vous publiez un récit poignant, Marseille, Essuie tes larmes aux éditions du Bruit du Monde. Avant d'évoquer la question des consommateurs, Jean Lesmarie parle de politique chaque jour ici même. Vous évoquez votre lutte, Amine Kessassi, contre la narcocratie. Est-ce que ça veut dire, selon vous, qu'aujourd'hui, il y a des liens entre les politiques, des politiques et des trafiquants de drogue? Est-ce qu'aujourd'hui, en France, on en est là? La narcocratie, c'est ce phénomène, ce fléau, c'est la force qu'ont les narcotrafics de pouvoir influer dans des quartiers, de pouvoir y faire la pluie, le beau temps, le mauvais temps, d'y installer des barrages à l'entrée, de contrôler les gens qui y entrent, qui y sortent, dans des petites villes et dans des villages de mettre dans les boîtes aux lettres des quartiers où ils sont installés des courriers en expliquant aux habitants au vu des dérangements qu'ils leur causent, au vu des problèmes que cause le narcotrafic dans leur quartier. Ils proposent une compensation financière, parfois 200 euros, parfois de 200 euros aux habitants. En fait, c'est toute cette force qu'est le narcotrafic et la narcocratie, c'est cette volonté qu'ils ont de vendre un rêve, de vendre un idéal à ces jeunes. Et puis, je veux le rappeler, mais la Cour des comptes a publié un rapport alertant dans le cadre de ces élections municipales du grand danger qui pèse sur l'influence, sur la force, sur le niveau de corruption que peuvent avoir les narcotrafiquants vis-à-vis de cette élection municipale et donc des candidats aux élections municipales. Camille Charvet, vous êtes de l'autre côté de la chaîne, si j'ose dire. Vous êtes psychiatre et vous voyez les consommateurs de drogue. Vous avez écouté attentivement ce qu'a dit Amine Kessassi il y a quelques moments. Quel lien faites-vous avec les
consommateurs de drogue que vous recevez dans le cadre de votre consultation? En fait, ce qui est frappant, c'est que les consommateurs de drogue viennent, de tout milieu et de tout type d'endroits et pour un certain nombre, sont totalement déconnectés, hein, de ce que peut être, la réalité du narcotrafic parce qu'en fait, probablement les façons de vendre se sont énormément, différenciées, spécifiées et donc, il y a une manière en fait d'offrir à tout public qui peut donner une vitrine pas du tout inquiétante et qui permet à des gens qui peut-être jadis ne se seraient pas procuré de drogue de s'en procurer aujourd'hui de façon peut-être assez aveugle en réalité. Et le point commun entre ces dealers, ou en tout cas ces membres du narcotrafic, et les consommateurs de drogue, des dealers à qui bien souvent on n'a pas fait de place dans la société, disiez-vous, Amine Kessassi, et les consommateurs? Bon, alors déjà, il y a certains dealers qui sont aussi parfois consommateurs et qui donc se retrouvent dans le système de soins et qui d'ailleurs abandonnent le deal parce qu'ils sont trop malades, hein, en réalité. Donc parfois, ce sont les mêmes personnes. Et puis, évidemment, ça a énormément résonné la question de trouver sa place et parfois de la trouver de façon très imparfaite. Et c'est ce que je vois dans mes consultations, c'est-à-dire que bien souvent, les personnes qui sont dans des addictions importantes sont des personnes qui sont en faute de place, parfois à des niveaux très simples, c'est-à-dire des personnes qui n'ont tout simplement pas de logement, pas de travail. On sait que la précarité est un facteur de risque énorme d'addiction, et ou parfois des personnes qui ne se reconnaissent pas ou qui n'arrivent pas à trouver une place agréable dans une société qui lui en offre pas forcément. Qu'en pensez-vous, Amine Kessassi? Non, bah, bien sûr, il y a dans Marseille essuie tes larmes, le livre que j'ai publié en octobre dernier, j'interroge dans une lettre qui s'appelle Une société sous dépendance et j'interroge sur le fait de pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la société n'est pas en capacité, dès qu'elle rentre le soir après une journée de travail, de ne pas tout de suite se jeter sur son joint de shit. Pourquoi est-ce que les gens ne sont plus capables de faire la fête, de faire l'amour sans tirer un rail de coke? Pourquoi est-ce que finalement on vit dans cette société sous dépendance? Et c'est donc d'en comprendre les tenants, les aboutissants, de comprendre aussi l'état de santé, l'état de santé mentale dans lequel se retrouvent ces personnes. C'est aussi d'approcher la question du narcotrafic sous cet angle de santé publique et de travailler donc effectivement cette question d'addiction et notamment la question qui est que beaucoup veulent se poser, et je pense que c'est aussi un moyen finalement de noyer, en tout cas pour les politiques, non pas pour les addictologues puisque c'est leur travail de savoir qui sont les consommateurs, mais pour les politiques de savoir qui sont les consommateurs. Enfin bon, je pense pas que cela va venir résoudre la problématique du narcotrafic dans nos quartiers. Bon, ok, comprenons qui sont ces consommateurs, mais comprenons aussi surtout la solution qu'on doit leur apporter. Enfin moi je vois pas ce qu'on peut faire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ces personnes dans des hôpitaux, on va les piquer, les bourrer de cachets, leur dire soignez-vous, on va faire des thérapies, non pas de conversion, mais des thérapies pour les soigner sur le narcotrafic. Enfin, je trouve ça vachement compliqué cette question de la dictologie, mais on a quelqu'un pour nous en parler. Justement, on va poser la question à Camille Charvet. Oui, alors il y a énormément de choses dans ce que vous venez de dire. Sur la réponse et la solution, en effet, c'est pour ça que je pense qu'il faut voir les choses à deux niveaux. C'est-à-dire qu'il y a un premier niveau qui est un niveau sanitaire, et évidemment, il faut voir. Donc, il y a la question de la répression, mais il y a la question sanitaire et de l'accès aux soins et de comment amener les personnes vers les soins. Mais il y a aussi une question qui est plus vaste et qui se situe presque en deçà, en fait, de la consommation, mais qui est une question plutôt sociale, c'est-à-dire comment on crée les conditions de possibilité qui vont permettre de réduire ces comportements-là d'addiction. Et après, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit au début, la question de la société sous dépendance. Alors, évidemment, il y a toujours eu de l'addiction dans nos sociétés, mais il y a quelque chose de particulier probablement dans notre époque qui est lié à une pression individuelle qui est devenue très forte et qui repose sur les épaules de chacun, une pression qu'on peut voir comme une pression de performance, mais qui se situe à tous les niveaux et qui fait en effet qu'on voit beaucoup de consommateurs qui consomment pour des choses banales de la vie quotidienne et pas du tout simplement pour faire la fête ou pour tout simplement se défoncer, mais qui vont consommer pour travailler. Ça fait partie de leur mode de vie désormais. C'est ça, ça fait partie des solutions habituelles pour pouvoir se lever. J'ai des patients qui me disent pour pouvoir me motiver à aller travailler ou simplement aller boire un verre, mais même pas forcément faire la fête en réalité.
Comment cela se fait-il? Qu'est-ce qui a changé? Parce que jadis, je crois qu'on travaillait déjà et on ne travaillait pas nécessairement en étant usager de drogue. C'est une relation presque de dopage, en fait, à la vie, qui est, je pense, propre au moment que nous vivons, où on considère qu'il faut augmenter un peu tout ce qu'on fait. Il faut aller vraiment au maximum de nos capacités. Et donc, c'est pour ça, je pense que les choses se voient de cette façon-là. Mais maximum de la capacité dont on dispose dans Les Assoiffés, le livre que vous publiez aux éditions Grasset, Camille Charvet, c'est plus qu'aller au maximum de ses capacités. Vous dites que pour certains profils, des patients que vous avez reçus, c'est presque la condition de possibilité. Sinon je le fais pas. Sinon, je vais pas boire un verre. Sinon, je vais pas faire l'amour. Je m'en sens pas capable. Donc là, c'est pas uniquement une quête de la performance, c'est une condition de possibilité. Alors, ça, c'est parce qu'il y a différents moments dans l'addiction. En fait, quand l'addiction est installée, c'est le moment où on ne peut pas faire autrement que le faire avec le produit. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il faut aller aux soins. Mais quand on interroge les patients pour comprendre comment l'addiction s'est installée, parce que c'est très important pour pouvoir aider aux soins, eh bien souvent, ça commence par c'était pour m'aider à faire ci, c'était pour m'aider à faire ça, alors même que ce n'était pas encore forcément nécessaire. Et puis, avec le temps, malheureusement, ça devient nécessaire à vivre. Jean-Lémarie. Les politiques sont très désemparés, évidemment, face au phénomène. On l'a vu ces derniers mois, on l'a vu ces dernières années. Lorsque, par exemple, le président de la République fustige les bourgeois des centres-villes, je le cite, qui financent parfois le narcotrafic. Est-ce que c'est efficace comme réponse politique, cela, pour vous? Camille Charvet. Alors, j'aimerais d'abord répondre sur le fait que bon, tout ça, c'est du business, et dans ces business-là, des produits, alors on peut faire une analogie avec l'alcool parce qu'on a des chiffres plus clairs, mais c'est-à-dire que dans l'alcool, on sait que c'est 10% des plus gros consommateurs qui vont consommer plus de 10% des ventes. Et en fait, on estime que pour les drogues, c'est probablement bien plus. C'est-à-dire que c'est un business qui se fait sur la vulnérabilité, sur les personnes qui vont très mal. C'est probablement encore exacerbé. Donc, quand on dit bourgeois des centres-villes, on a l'impression d'entendre quelque chose qui serait léger, qui serait purement festif, etc. Et en réalité, la plupart des gens qui consomment sont quand même des gens qui vont mal. Et il y a une petite partie qui consomme, bien sûr, de façon récréative, oui. Amine Kessassi, qu'est-ce que vous en pensez de cette phraséologie, mais aussi de ces stéréotypes ou alors de cette réalité? Bon, stéréotype, je pense pas. Il y a effectivement une part de réalité. Les consommateurs viennent de partout, des gens vulnérables, des bourgeois des centres-villes, des notables, des docteurs, des avocats, certainement des psychologues peut-être. Mais en tout cas, lorsqu'on a posé ça, lorsqu'on a expliqué qui étaient les consommateurs, ma question revient toujours. Enfin, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et je pense aujourd'hui qu'il y a un débat que beaucoup fuient, mais qui s'impose petit à petit et par lui-même. Avons-nous perdu face à la guerre de la drogue? Avons-nous perdu face à la guerre de la drogue? Et c'est quelqu'un qui a déjà perdu 2 frères à cause de ce fléau qui pose ce débat. Je m'interroge sur la façon d'autres pays, Pays-Bas, Allemagne, de gérer leur politique des drogues, notamment vis-à-vis du cannabis, et de poser ce débat avec des professionnels, avec des consommateurs eux-mêmes, avec des addictologues, avec des dealers eux-mêmes, de poser ce débat qui est la légalisation du cannabis, parce que à ce fléau, à ce phénomène, les réponses politiques qui doivent être engagées ne sont plus simplement les réponses répressives qui nous ont menés à cette situation. Et surtout, moi je pense à ces milliers de policiers qui arrêtent des jeunes un jeudi et qui les retrouvent le vendredi matin de nouveau dans la même cité, de nouveau sur la même chaise, de nouveau assis, et qui finalement essaient de vider un océan à la petite cuillère, et donc de me dire que ce système ne fonctionne plus. Il faut peut-être tenter, ou en tout cas entamer un débat sur autre chose. Qu'est-ce que vous en pensez, Camille Charvet? Parce qu'après tout, c'est vous qui avez des éléments de réponse factuelle. Est-ce que la dépénalisation de telle ou telle drogue, ça vous paraît raisonnable ou au contraire insensé?
En tout cas, dans l'histoire de l'addictologie, au départ, on a cru que le problème était le produit et que l'addiction, c'était en fait une intoxication à un produit qui serait comme un poison. Et donc, ça a donné lieu à des politiques de prohibition. Et on a vu que ces politiques de prohibition n'étaient pas forcément très probantes. Et cette vision a quand même perduré dans cette fameuse loi donc, de 1970 qui est toujours le cadre législatif concernant les drogues et qui a cette espèce de double volet, d'un côté, toujours dans une logique de prohibition, une logique répressive qui fait des consommateurs, donc des délinquants, mais d'un autre, un volet sanitaire qui dit, en fait, les consommateurs sont aussi pour une partie des malades. On a évolué, mais on y est encore pas mal dans cette logique de prohibition. On voit que dans certains pays qui expérimentent la dépénalisation, il y a des résultats qui semblent assez probants. En tout cas, c'est un débat absolument nécessaire à avoir, oui. Et justement, est-ce que ça signifie qu'une addiction chasse l'autre, que finalement, jadis, on était peut-être, je ne sais pas, beaucoup plus enclin à consommer de l'alcool de manière excessive, et aujourd'hui, on va se porter vers d'autres produits ? Oui, en tout cas, je le répète, l'addiction n'est certainement pas une intoxication et c'est plutôt une relation en fait malade à un produit ou à un comportement. Et on voit bien souvent chez un seul patient parfois des addictions qui se chevauchent ou qui se suivent, oui. Ou qui se substituent. Mais alors, dans ce cas-là, est-ce que, je ne sais pas, l'addiction aux médicaments, y compris d'ailleurs à des médicaments qui sont censés traiter la chose, je ne sais pas, des psychotropes, est-ce que c'est simplement une idée de transformer une drogue légale transformer une drogue illégale en une drogue légale? Sur le plan social, ça a toutes sortes de conséquences, mais sur le plan de l'individu. Alors ça, c'est important de le dire parce que les patients ont souvent peur des médicaments comme quelque chose qui rendrait addict. Et en fait, il y a des médicaments, en effet, qui peuvent rendre addict et d'autres pas. Et ça, c'est très important de le savoir. Par exemple, les antidépresseurs ne rendent pas addict. Personne n'est jamais addict à un antidépresseur. En revanche, il y a des catégories de médicaments, notamment certains anxiolytiques, qui peuvent donner lieu à des addictions importantes. Et d'ailleurs, j'ai énormément de patients qui me disent que maintenant, leur dealer leur propose ces médicaments-là parmi le choix. Sur la question sociale, je pense qu'il faut pas la balayer. Effectivement, ce débat, ce processus a des impacts partout et surtout. Mais enfin bon, il y a quand même un véritable enjeu dans nos quartiers. Il y a quand même une véritable prise de conscience qui, depuis le 13 novembre dernier, plus personne peut dire je ne savais pas ce que le narcotrafic pesait sur les vies des habitants des quartiers populaires. Et donc, il y a cet enjeu pour nous d'agir là tout de suite maintenant. Je pense que les gens sont à bout de souffle. Je pense que le système ne tient plus, que la cocotte minute a trop longtemps chauffé, qu'elle arrive à bout et qu'elle est au bord de l'explosion, que les policiers n'en peuvent plus, les gens des quartiers ne peuvent plus tenir, les services publics partent les uns après les autres. Je veux quand même le dire, à Nîmes, au quartier de Pisevin, le commissariat a fermé parce que les dealers l'ont brûlé. La médiathèque du quartier a fermé parce que les salariés de cette médiathèque se sont mis en droit de retrait parce qu'ils ne se sentent plus en sécurité et parce que les conditions de travail ne sont pas réunies. Partout où le service public est en train de reculer et de fermer, c'est les réseaux qui prennent le dessus. Et donc une régulation de l'État devient primordiale pour nos vies à nous. Et ça, c'est quelque chose de très particulier, Camille Charvet, parce qu'on n'avait pas du tout la sensation d'avoir à faire face à cela jadis. On est vraiment passé d'une vision du drogué à une vision finalement du consommateur lambda. Vous évoquez une catégorie psychologique ou une sorte de tempérament qui relève des sensation seekers, autrement dit de ceux qui cherchent des sensations. C'est une notion psychiatrique qui a été élaborée. Qui sont-ils? Qu'est-ce que ça signifie? Quelle portée ça a, ce type de concept? Alors, c'est un profil psychologique qui a été décrit dans les années 70 par Zuckerman. En français, on dit communément les chercheurs de sensations. Ce sont des personnes, d'ailleurs, qui sont parfois un peu confondues de nos jours avec un profil trouble de l'attention. Il y a beaucoup de diagnostics comme ça qui peuvent se mêler. C'est des personnes qui vont avoir une appétence pour l'intense, pour ce qui va faire qu'on a des sensations fortes et qui vont être comme en pleine possession de leur capacité quand ils vivent des choses très, très puissantes. Ce sont des personnes qui peuvent être
plus sujettes à des addictions, et notamment aux addictions aux produits stimulants. Après, c'est un facteur de risque d'addiction, mais il y en a d'autres, et les troubles psychiques type troubles bipolaires, schizophrénie, ou toute la question du trauma, ce sont aussi des facteurs de risque extrêmement puissants et qui pèsent très lourd dans nos consultations. Non, j'en parle parce que, notamment, Amine Kessassi, ceux qui cherchent des sensations, je me demandais dans quelle mesure ceux qui adhèrent au trafic de drogue, les narcotrafiquants, petits et grands, relèvent de ce profil-là, c'est-à-dire des gens qui finalement considèrent que, bon, il faut prendre des risques dans sa vie. Aujourd'hui, le profil des victimes du narcotrafic est de plus en plus jeune. C'est pour beaucoup des mineurs. En début d'année, 2 personnes ont été retrouvées assassinées, calcinées à Marseille, et pour les 2 étaient des mineurs qui n'avaient d'ailleurs pour l'un d'entre eux rien à voir avec le narcotrafic. Et les auteurs sont aussi de plus en plus jeunes. Moi, je me souviens de ce jeune Mathéo qui venait, me semble-t-il, de région parisienne, ou en tout cas qui était du sud mais a grandi en région parisienne, et qui est venu à Marseille pour exécuter plusieurs contrats, comme on les appelle, plusieurs homicides, et a assassiné pour le compte de différents groupes plusieurs personnes, et expliquer la sensation qu'il éprouvait à chaque fois qu'il exécutait ces contrats. Il expliquait dans ses vidéos où il s'exhibait en riant et disait je suis en train de rigoler alors que je viens de tuer quelqu'un, vous vous rendez pas compte de la sensation que c'est, à dire j'ai dormi à côté du corps de quelqu'un hier soir, on dirait que je dormais à côté du corps de ma meuf. C'est les mots exacts qu'utilisait ce jeune homme. Et donc il y a effectivement ce lien tout à fait évident à faire dans cette recherche de sensations aussi pour ces personnes avec un profil psychiatrique qui est d'un niveau supérieur. Qu'est-ce que ça vous inspire, Camille Charvet ? Alors, c'est pas le profil que je décris, parce que les chercheurs de sensations, c'est pas forcément des gens qui vont éprouver de la joie à tuer ou à être avec quelqu'un qui est... Ça, c'est un profil un petit peu différent qui pourrait s'apparenter à de la psychopathie, en fait. C'est ce qu'on appelle les profils... maintenant, on dit troubles de la personnalité antisociale, qui sont des personnes qui vont, d'une part, avoir des difficultés avec l'intégration de la loi et de la règle, mais d'autre part, vont pouvoir utiliser l'autre et prendre du plaisir malgré la souffrance de l'autre, ce qui est encore autre chose. On en voit aussi dans nos consultations, bien sûr. Mais non, mais moi, je faisais le lien Amine uniquement Kessassi. sur la recherche de sensations fortes. J'expliquais d'ailleurs que c'est d'un niveau psychiatrique bien supérieur et bien différent. Mais dans la recherche de sensations... ces jeunes sont effectivement à la recherche de quelque chose qui est différent, mais qui sont aussi à la recherche de sensations fortes, et qui d'ailleurs oublient que face à eux, il y a des êtres humains, qui oublient que face à eux, il y a des personnes, qui oublient que face à eux, il y a des mamans, que face à eux, il y a des frères, des sœurs, des enfants qu'ils sont en train de briser, et pour beaucoup n'ont pas pris conscience lors du moment de l'acte, de cet acte barbare. Enfin, je veux le rappeler, des gens se retrouvés à Marseille brûlés dans des coffres de voiture. Mon frère a été retrouvé ainsi, son ami a été retrouvé quant à lui démembré à l'aide d'une tronçonneuse. Je vous laisse imaginer l'acte de barbarie que c'est. C'est d'ailleurs pour ça que les services de police et journalistiques avaient décrit cet homicide comme d'une barbarie sans précédent, enfin le niveau de folie que c'est. Le niveau de folie. Niveau de folie, effectivement, Camille Charvet, ça donne l'impression d'une société malade, pardon pour ce terme qui n'est probablement pas un terme psychiatrique. Oui, alors là, on parle de choses qui sont extrêmement dures et qui, en fait... ne concerne pas toutes les personnes dont je parle. Ce à quoi ça fait référence, c'est aussi une question d'empathie, c'est-à-dire le moment où l'empathie n'existe plus, et qui fait partie d'ailleurs de certains troubles psychiques. Oui. Merci Camille Charvet. Les Assoiffés, c'est votre livre publié aux éditions Grasset. Amine Kessassi, Marseille, Essuie tes larmes, c'est votre récit publié aux éditions Le Bruit du Monde. Merci d'avoir été avec nous. Dans quelques instants, Lucille Como et François Saltiel, et le 8h45, le journal d'Anne-Laure Chouin.